Alors, vous venez de terminer. Finalement, le bon Dieu ne doit pas être aussi léché qu'on le dit. Oui. Et on va plonger ensemble dans cet univers. Mm. Intriguant. Déjà, le titre interpelle. N'est-ce pas? Ah oui, complètement. On sent tout de suite que l'auteur va s'attaquer à des sujets sensibles. Oui. La richesse, le pouvoir. Absolument. Ce titre, c'est vraiment une invitation à réfléchir Oui. sur la place de l'argent, les inégalités. Et le livre ne déçoit pas, croyez-moi. On va faire connaissance avec des personnages fascinants. Oui. Manuel, Nalia, Comontan, Léa, et bien sûr l'incontournable, Carlo Vadelmam. Oui, Leur destin s'entrecroît dans un récit qui nous tient en haleine, tout à fait. jusqu'à la dernière page. Ce qui m'a frappé, c'est cette vision du monde où les ultra-riches vivent Oui. presque dans une réalité parallèle. Ils ont Mhm. des vies plus courtes, paradoxalement, Ah oui. à cause du manque de diversité génétique. C'est un détail qui fait réfléchir, hein. On imagine souvent que l'argent résout tous les problèmes. Mais là, on voit bien que ce n'est pas le cas. Exactement. L'auteur nous montre que même avec une fortune immense, Oui. on ne peut pas échapper à certaines réalités biologiques. C'est d'ailleurs un thème qui revient dès le début dans le rêve de Manuel. Parlons un peu de Manuel, justement. Oui. Il représente un peu l'homme de la rue, content de sa vie simple, amoureux de Nalia. Et Nalia, quelle femme! Indépendante, forte. Elle jongle entre deux mondes, celui traditionnel de ses origines marocaines et celui plus libre qu'elle s'est construit à Paris. Leur relation est vraiment touchante. Oui. Il n'y a pas de passion dévorante, mais une admiration mutuelle. Un respect profond qui se transforme peu à peu Oui. en un amour sincère. Un amour mis à l'épreuve par l'arrivée de Carlo Vatel-même, Ah oui. ce milliardaire aussi charismatique qu'énigmatique. Ah, Carlo. Difficile de cerner ses motivations, hein? Oui. Il aide le frère de Manuel, Quentin, et sa femme Léa Ouais. à financer leur projet écologique. Mais on sent qu'il a un objectif caché. Quentin et Léa, eux, représentent ce couple qui se bat pour ses idéaux, Oui. confronté aux difficultés financières, prêt à tout pour réaliser son rêve. Leur situation contraste fortement avec l'opulence de Carlo. Oui, tout à fait. On voit bien le fossé qui sépare ces deux mondes. Et c'est là que l'intrigue prend une tournure inattendue, avec l'éruption des harponneurs. Il est harponneur. Ce groupe activiste qui veut dévoiler au grand jour la vie des ultra-riches. D'accord. Il s'introduit chez Carlo, le film à son insu, Oui. l'interrogeant sur sa fortune, son rôle dans la société. Alors, c'est là que les choses se compliquent, parce qu'on découvre que Quentin... Ja, maar SPNV fait partie d'un raponneur. Un rebondissement qui met à mal sa relation avec Manuel et sème le doute dans l'esprit de Nalia. On se demande jusqu'où Carlo est prêt à aller pour se venger. Surtout quand on apprend son passé avec Nabia, Oui. une amie de Nalia. On sent que cette histoire le hante encore. Ce qui est intéressant, c'est que Carlo utilise le récit de son passé pour manipuler Nalia et Manuel. Il contrôle l'information, la distille au compte-gouttes pour obtenir une réaction précise. Et il finit par les inviter tous les deux dans sa fazenda au Brésil. Oui. Un voyage qui va bouleverser leur vie. Ah oui, complètement. Ce voyage au Brésil, c'est bien plus qu'une simple invitation. C'est le début d'une manipulation orchestrée par Carlo. C'est vrai que cette fazenda a quelque chose d'étrange, presque inquiétant. On sent une tension sous-jacente, comme si un danger planait sur nos personnages. D'ailleurs, Nalia commence à avoir des soupçons. Elle se demande si Carlo ne serait pas en train de jouer avec leurs émotions, de les manipuler grâce à des substances chimiques. Des substances chimiques. C'est digne d'un film de science-fiction. Ah, mais cette idée n'est pas si saugrenue. D'accord. On découvre peu à peu la face sombre de Carlo, ses obsessions, sa volonté de tout contrôler. Et c'est dans ce contexte qu'il dévoile son plan pour se venger de Charles Pégasse. Il l'a accusé publiquement d'être derrière les harponneurs. Un plan machiavélique qui implique Quentin et Léa. Ah oui. Carlo veut utiliser leur technologie pour saboter les investissements de Pégase dans le domaine de l'eau. C'est risqué, non? Oui. S'il se fait prendre, tout le monde risque de payer le prix fort. Bien sûr, mais Carlo est un joueur. Oui. Il aime le risque, il aime manipuler les gens comme des pions sur un échiquier. Et Quentin et Léa se retrouvent pris au piège de cette partie d'échec grandeur nature. D'un côté, ils peuvent réaliser leurs rêves, Oui. voir leur projet prendre une ampleur mondiale. Mais de l'autre, ils doivent accepter de pactisser avec le diable. C'est un dilemme
moral terriblement humain. Oui. On comprend les hésitations de Quentin, ses romans, lui qui est censé défendre des idéaux écologiques. Oui. Et Léa, elle aussi, est tiraillée entre son pragmatisme et ses principes. Leur confrontation avec Carlo lors du dîner Oui. est d'ailleurs un moment clé du récit. On sent la tension monter, on se demande qui va céder en premier. Léa ose défier Carlo, remettre en question ses motivations. Elle voit clair dans son jeu, mais elle est consciente qu'elle n'a pas vraiment le choix. Finalement, ils acceptent. Ils choisissent de jouer le jeu, de prendre le risque. Mais à quel prix? C'est la question qui hante le lecteur. Oui. Tout au long du récit, l'auteur nous montre que l'ambition peut parfois nous conduire à faire des choix difficiles à transiger avec nos valeurs. Et pendant que Quentin et Léa sont aux prises avec ce dilemme moral, Gaston, leur fils, vit une expérience totalement différente. L'arrivée de Béatrice, l'épouse de Carlo, ajoute une dimension nouvelle à l'histoire. C'est une femme blessée, marquée par un accident, qui l'a privée de la possibilité d'avoir des enfants. Et elle développe une relation très particulière avec Gaston, Ouais. comme si elle cherchait à combler un vide affectif. Gaston, lui, est fasciné par cet univers de luxe et de privilèges. Mais il garde la tête froide, il observe, il analyse. On sent qu'il comprend la valeur de l'argent, mais qu'il n'est pas dupe des apparences. Il voit bien que la richesse n'en garantit pas le bonheur. C'est une leçon précieuse que Gaston apprendra au contact de Béatrice, une femme qui a tout pour être heureuse, mais qui porte en elle un profond sentiment de tristesse. Ce séjour au Brésil est vraiment un tournant pour tous les personnages. Oui, tout à fait. Ils vont en sortir transformés, marqués par les manipulations de Carlo, par les choix qu'ils ont dû faire. Et on se demande quelles seront les conséquences de ces choix. Comment chacun va gérer le poids de ses secrets. Le suspense est à son comble. On les retrouve à Paris. Mais quelque chose a changé. Ils ne sont plus les mêmes. Quentin et Léa connaissent un succès fulgurant grâce au soutien de Carlo. Leur projet écologique est devenu une véritable entreprise internationale. Oui. Mais à quel prix? Quentin est rongé par la culpabilité. Il a trahi ses idéaux en acceptant l'aide de Carlo. Et cela pèse sur sa conscience, sur son couple. Léa, elle, semble plus pragmatique. Oui. Elle a fait un choix et elle assume les conséquences. Oui. Mais on sent qu'elle aussi est troublée, qu'elle pose des questions. Et puis, il y a Manuel, tiraillé entre son amour pour Nalia et sa méfiance envers Carlo. Oui. Il a vu la face cachée du milliardaire. Il sait de quoi il est capable. Nalia, justement, est au cœur de cette intrigue. On sent qu'elle a été profondément affectée par ce voyage vers les manipulations de Carlo. Elle finit par avouer à Manuel ses soupçons. Carlo aurait joué avec leurs émotions. Oui. Influencé leurs sentiments grâce à des substances chimiques. C'est une révélation terriblement dérangeante. Oui. Imaginez, on vous vole vos émotions, vos sentiments les plus profonds. C'est toute la perversité du système mis en place par Carlo. Il contrôle tout. Oui. Il tire les ficelles et les autres ne sont que des marionnettes entre ses mains. Et pourtant, Nalia résiste. Oui. Elle garde la tête haute, elle refuse de se laisser manipuler. C'est ce qui fait sa force. Elle a une intégrité, une lucidité qui lui permettent de ne pas sombrer dans le cynisme. En fin de compte, finalement, le bon Dieu ne doit pas être aussi riche qu'on le dit. Nous laisse avec plus de questions que de réponses. C'est un livre qui nous pousse à réfléchir sur nos propres valeurs, sur nos ambitions, sur les compromis que nous sommes prêts à faire. Absolument. L'auteur ne donne pas de leçons de morale. Il nous met face à nos contradictions. Il nous montre que le bien et le mal ne sont pas toujours aussi tranchés qu'on le croit. Alors, si vous cherchez un livre qui vous fera réfléchir, qui vous bousculera, qui vous laissera une trace indélébile, je vous conseille vivement de plonger dans finalement, le bon Dieu ne doit pas être aussi riche qu'on le dit. Vous ne le regretterez pas. Merci beaucoup d'avoir participé à ce Deep Dive. De rien, avec plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration littéraire. À bientôt.